Le reportage que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un reportage qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent aller aux Antilles. Alors les Antilles, donc particulièrement la Guadeloupe ou la Martinique, là donc je vous propose un reportage particulièrement sur la Guadeloupe. Quand on ne voit de la Guadeloupe que les plages, le soleil, la mer, tout ce qui est merveilleux, hein, on va dire c'est paradisiaque, sachez que derrière tout ça, il y a des énormes problèmes que rencontrent les Guadeloupéens, en même temps aussi que les Martiniquais, qui veut dire le chlordécone, des taux de cancer très élevés. Cette interview qui va arriver derrière, ça va vous raconter tout ça. Ensuite, vous aurez un autre reportage, ce reportage-là, vous faut avoir un petit peu l'histoire de la Guadeloupe. La Guadeloupe a eu une première grosse révolte, on va dire, en 1967, et une dernière qui était en 2009. Et on va vous parler particulièrement avec un historien qui va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 1967, où là il y a eu des cas qui ont été très graves, puisque des personnes sont mortes. Les corps n'ont jamais été retrouvés et les personnes à l'heure actuelle ne savent toujours pas où sont ces corps-là. Donc, mais ça sera sur un deuxième reportage que je vous propose dans quelques jours. Bonjour, je suis Philippe Verdol, je suis maître de conférence en économie et président de l'association Envie Santé, qui signifie environnement, vie et santé. Et je travaille sur le sujet depuis 2005. Depuis la parution du rapport Beaugendre, qui était député maire de Capesterre-Belle-Eau, sur la pollution généralisée de la Guadeloupe et de la Martinique par le chlordécone. Alors, est-ce que vous pouvez me parler du chlordécone? Le chlordécone, c'est un pesticide de la première génération. Donc, c'est un pesticide organochloré. Il contient donc du chlore comme le chlore utilisé pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, comme les gaz de combat à base de chlore. Simplement, on s'est aperçu que, à part les soldats morts qu'on récupérait dans les tranchées, il y avait aussi une grande quantité d'insectes qui étaient tués. Et à la fin de la guerre, plutôt que de jeter les stocks qui étaient très importants, on les a reconvertis, après quelques adaptations, reconvertis en pesticides, en insecticides. Mais ces insecticides sont particulièrement puissants et rémanents. Donc c'est la raison pour laquelle, dans les années 60, la France a considéré que pour protéger ses ressources en eau, donc ses nappes phréatiques, pour protéger ses sols, pour protéger les récoltes et protéger également les êtres humains, il fallait qu'elle retire de l'agriculture, qu'elle interdise l'usage des organochlorés. Et cette interdiction s'est étendue jusqu'au début des années 70. Donc en 72, il y a eu donc les 4 derniers grands organochlorés qui ont été retirés de l'agriculture française. C'est l'heptachlore, le chlordane, l'aldrine et la dieldrine. Et la même année, le chlordécone a été autorisé pour les Antilles. Alors pour quelle utilisation ce chlordécone a-t-il été commercialisé aux Antilles? Alors il y a eu 2 utilisations. En fait, je vais vous donner 2 modes de réponse. La deuxième un peu pour vous taquiner. Officiellement, le chlordécone a été autorisé pour lutter contre le charançon du bananier. Donc c'était pour les bananeraies, donc pas sur le sol métropolitain, aux Antilles, et puis pour lutter contre le charançon du bananier. Mais on sait maintenant qu'il y a eu de nombreux usages qui étaient impropres, si vous voulez, parce qu'il a été utilisé dans les productions maraîchères, dans les productions fruitières, bon, etc., un peu partout, puisque les paysans avaient été convaincus que c'était un très bon produit, donc ils l'ont mis un peu partout. Mais la deuxième réponse que je peux vous faire, c'est que il y a eu cette grève de 1967 dont je vous ai parlé ici,
et qui témoignait du côté turbulent des Guadeloupéens. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des revendications souverainistes en Guadeloupe, indépendantistes, autonomistes, etc. Et la grève de 67, elle a été attribuée à des indépendantistes, elle a été réprimée très fortement. Mais on constate simplement que l'ordre social n'était pas tout à fait acquis, tout à fait garanti. Et en 68, alors que le retrait des pesticides organochlorés s'achevait en France, en 68, l'INRA d'ici a été autorisé à faire ses premiers essais en plein champ du chlordécone. Depuis, donc, l'autorisation de commercialisation a été donnée en 72 et nous sommes passés 30 ans après au premier rang mondial du cancer de la prostate avec toutes sortes d'autres maladies, Alzheimer, Parkinson, qui sont aussi très importantes. Et ce qu'on constate, c'est que les revendications de la société, elles sont passées de revendications politiques à des revendications hygiénistes. Nous voulons un TEPSCAN, nous voulons un nouvel hôpital, etc. etc. Que ferons-nous sans la France? Parce que nous sommes bien malades. Bon, et donc ça a été tellement pratique pour pouvoir garantir maintenant de manière efficace l'ordre social. Alors, depuis cette période-là, les partis politiques qui étaient souverainistes n'ont plus le vent en poupe, parce que comment expliquer à la population qu'on prendra l'indépendance ou qu'on sera autonome avec nos nappes phréatiques contaminées, avec nos sols contaminés, avec les populations malades elles-mêmes. Bon, donc maintenant, nous attendons plus que jamais le bateau, quoi, qui apporte à manger, qui apporte les médecins, qui apporte tout ce qu'il faut, quoi. Depuis combien de temps il est interdit de l'utiliser dans les Antilles? Le chlordécone, ça fait maintenant 25 ans qu'il est interdit. C'est-à-dire qu'il y a eu une interdiction qui a été prononcée en 1990, mais les producteurs qui étaient des planteurs martiniquais, mais ce sont les mêmes familles qu'on retrouve en Guadeloupe aussi, les planteurs ont fait valoir qu'ils avaient des stocks importants. Donc on leur a accordé 1 année, puis 2 années, puis 3 années d'écoulement des stocks. Donc voilà, on savait que c'était un toxique, mais nous avons eu droit à l'écoulement des stocks. Oui, ce qui se produit un petit peu en France avec le glyphosate, je crois, oui. Je ne sais pas si je n'ai pas écorché le nom, où M. Macron avait dit qu'il devait arrêter sa production, enfin tout au moins sa commercialisation, puis il a dit que c'était sur 3 ans, et après il a peut-être même laissé entendre qu'on ne pourrait pas s'en passer. Voilà, donc nous l'avons vécu pour le chlordécone. D'accord. Et disons que, comme vous m'avez expliqué tout à l'heure, sa pérennité dans le temps, voilà, des études ont été faites dessus. Oui, oui. Alors donc il a une rémanence très forte. L'INRA Guadeloupe a fait des études là-dessus. Elle a montré en 2006 que par lessivage naturel avec l'eau de pluie, puisque actuellement il n'y a pas encore de solution technique, chimique ou autre de dépollution. Donc ça prendra à peu près entre 500 et 600 ans pour que la molécule, elle glisse dans l'eau de mer. Elle glisse dans l'eau de mer, mais toujours active. Et nous avons d'ailleurs une pollution très importante maintenant des produits de la mer. Donc je vous avais dit que c'était toute la chaîne alimentaire qui était impactée. Mais pour évoquer simplement le cas des produits de la mer, en 2013, un arrêté préfectoral a interdit la consommation de 44 familles de poissons dans les zones les plus contaminées. 44 familles de poissons. En 2014, 28 autres familles ont été rajoutées. Donc actuellement, nous avons 72 familles de poissons qui sont interdites de consommation selon les zones où vous vous trouvez. Mais en fait, les poissons, ils migrent, ils circulent. Et je voudrais évoquer une étude qui a été faite, qui a été publiée en octobre dernier par des scientifiques d'une université américaine de Floride et d'une autre université française, je crois que c'est La Rochelle, je ne me rappelle plus.
Ils ont étudié des cétacés au large de la Guadeloupe, des baleines, des dauphins, des orques. Ils en ont étudié 46 et après avoir fait des prélèvements de graisse, ils ont constaté que 42 étaient contaminés au chlordécone. Bon, au large de la Guadeloupe. Bon, c'est assez inquiétant puisque donc ils ont fait remarquer que certains de ces animaux vont chercher leur alimentation à 1000 mètres de profondeur. Alors qu'est-ce qu'on doit dire à nos pêcheurs? Ils doivent aller où pour pêcher sain? Bon, je sais pas, mais c'est ce qu'on mange, c'est ce que vous mangez tous les jours. Dans quel produit, enfin, ou au moins de consommation courante, vous m'avez expliqué que bien entendu dans les poissons, on trouve encore des traces du chlordécone. Donc on en trouve en fait dans toute la chaîne alimentaire. Les produits qui sont actuellement considérés comme étant très à risque sont notamment la viande et les œufs. La limite maximale de résidus a été fixée à 20 microgrammes, enfin d'après l'arrêté de 2008. Il vient juste d'être modifié, mais bref, c'était 20 microgrammes. Actuellement, d'ailleurs, c'est toujours 20 microgrammes. Mais simplement, on a constaté, des recherches menées au CIRAD de Martinique ont montré que les poules se contaminent effectivement chaque fois qu'elles picorent sur le sol contaminé, mais elles se décontaminent aussi chaque fois qu'elles pondent et le chlordécone va se fixer dans le jaune de l'œuf. Et il y a des jaunes d'œufs qui sont contaminés jusqu'à 1000 microgrammes. De même qu'il y a des langoustes contaminées à 1000 microgrammes, tout ça au lieu de 20. Des écrevisses de rivière contaminées d'après l'INRA jusqu'à 7000 microgrammes. Vous avez du poisson dans certains estuaires contaminé à 22 000 microgrammes. Enfin bon, donc c'est un peu tout, quoi. Il y a un peu tout. Mais je voulais revenir sur le cas de l'eau. C'est seulement en 1999 qu'une stagiaire de l'ARS Guadeloupe, je crois, c'est pas Guadeloupe, c'est Martinique, a suggéré d'analyser les teneurs en chlordécone de l'eau, vu les rapports qui existaient déjà sur la pollution des bananeraies par le chlordécone. Donc elle a dit que le chlordécone, s'il est dans les bananeraies, il a dû passer dans les nappes phréatiques et peut-être qu'il se retrouve au robinet. Alors, ça n'avait jamais été recherché parce que, a priori, c'est une molécule qui n'existait pas en Europe et on avait les mêmes fiches qu'en Europe. Bon, donc, il y a un ingénieur, donc Éric Godard, qui a décidé de faire la vérification. Il a envoyé des échantillons d'analyse en France et on a vu que l'eau du robinet charriait de très grandes quantités de chlordécone, plus de 100 fois la norme concernant les pesticides interdits. Alors, depuis l'an 2000, en Guadeloupe, il y a des filtres. En Martinique, c'est depuis 1999, des filtres sur le réseau d'eau, filtres au charbon actif. Mais il reste encore à changer régulièrement les filtres. Ça va dépendre de chaque communauté d'agglomération. Bon, les politiques peuvent être variables. L'année dernière, en 2018, il y a eu plusieurs cas qui sont intéressants. Par exemple, à Gouroubert, l'ARS, après ses contrôles, elle a signalé à la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre que les réseaux étaient saturés, les filtres étaient saturés en chlordécone. Et il s'avère que la communauté d'agglomération, donc nos élus, ont pris plus de 6 semaines à changer les filtres. Quand on les a interrogés, donc au journal du soir, ce qui a été mis en avant au journal télévisé, c'est que les filtres coûtent quand même assez cher. Ils coûtent quand même assez cher, donc on avait laissé un peu traîner, et puis voilà. Donc il a été délibérément choisi d'approvisionner la population en eau contaminée. Il y a eu aussi un autre cas, le cas de Capesterre-Belle-Eau, vers septembre-octobre de 2018. Là aussi, un dépassement a été signalé. Et l'ARS a demandé au maire, à Joël Beaugendre,
de prendre un arrêté municipal pour faire interdire la consommation de l'eau dans sa commune aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Il l'a pris, il y a des conseillers municipaux qui ont râlé, et les femmes qui ne sont pas enceintes, et nous les hommes, bon, on voudrait bien boire de l'eau sans chlordécone, mais le maire avait appliqué les consignes de l'ARS, point. Quand il a rencontré le président Macron au grand débat, consacré au maire de l'Outre-mer, il lui a posé une question. Il lui a dit qu'il est maire de Capesterre, il a compris la consigne de l'ARS, mais il ne comprend pas pourquoi l'ARS ne l'a prévenu que lui. Parce qu'il est au départ d'une distribution d'eau qui concerne plusieurs autres communes, notamment Petit-Bourg, Goyave, etc. Pourquoi les autres communes n'ont pas été informées pour que la population soit mise en sécurité sanitaire? Macron lui a fait répéter sa question et lui a finalement demandé de passer son tour pour ne pas monopoliser la parole. Ça a été ça, c'était ça la réponse. Voilà, donc de temps en temps, nous buvons de l'eau contaminée, de l'eau saturée, ça arrive régulièrement. Oui, alors il y a eu un débat très récemment sur les limites maximales de résidus concernant les viandes. Parce que en février 2017, le gouvernement a chargé l'ANSES de donner un avis sur la manière dont les limites maximales de résidus, donc les LMR viande, qui avaient été prises en 2013 par l'Union européenne, protégeaient la population. Bon, et là, l'ANSES, donc on l'avait appris dans son rapport de décembre 2017, l'ANSES a expliqué qu'en 2013, les LMR viande était passé brusquement de 20 microgrammes à 100 microgrammes pour les viandes rouges et de 20 microgrammes à 200 microgrammes pour les viandes blanches. Bon, donc ça fait une multiplication par 5 et par 10 la même année. Quelques mois après, donc au mois de mars, début mars, le député européen Younous Omarjee, a posé la question à la Commission européenne pourquoi une telle augmentation en 2013 concernant les LMR chlordécone viande. Et la réponse est venue 2 semaines après, elle est disponible sur Internet, c'est que l'Union européenne n'a jamais demandé cette augmentation-là et que c'est l'ANSES qui a mal compris. Bon, l'ANSES dit c'est pas nous, c'est l'Europe. L'Europe dit c'est pas nous, c'est l'ANSES. Mais la population qui trinque là-dedans, c'est la population d'Antillais. On n'a jamais eu confirmation de ce qui a été appliqué ou pas. Le ministre de la Santé laisse entendre que ça n'a pas forcément été appliqué. Mais si l'État a demandé, si le gouvernement a demandé un avis de l'ANSES, c'est en forme de bilan. Après 4 ans d'utilisation de ces limites maximales, comment va la population? Et la réponse de l'ANSES est intéressante. Elle dit que, en fait, peu importe la norme, le seuil fixé, parce qu'aux Antilles, après analyse du sang, des cheveux et de l'urine des Antillais, après analyse de leur circuit d'approvisionnement, donc il apparaît que ceux qui sont le moins impactés par le chlordécone sont ceux qui achètent dans les circuits formels et notamment dans les grandes et moyennes surfaces. C'est-à-dire que la recommandation de l'ANSES est claire, si vous voulez rester en bonne santé, il ne faut pas manger local. Bon, aucun commentaire de la préfecture, aucun commentaire des agriculteurs, aucun commentaire des pêcheurs. Et aucune traçabilité non plus, vous mangez, c'est tout. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas manger dans local, mais moi j'ai constaté, pour être de chez vous, enfin, en Martinique et en Guadeloupe, depuis à peu près une vingtaine de jours, les prix exorbitants dans les grandes surfaces. Donc, comment c'est possible? Oui, mais de toute façon, l'alimentation locale, elle est traditionnelle. Et nous ne voudrions pas renoncer à notre alimentation locale pourvu qu'elle soit saine. Donc nous voulons des aliments locaux sains et que des mesures soient prises pour que la population justement ne tombe pas malade en s'alimentant. Notamment donc
il faut une traçabilité, il faut qu'on sache ce qu'on mange, d'où ça vient, etc. Dans le même ordre d'idées, vous devez par exemple savoir que contrairement aux préconisations, contrairement aux droits européens, nous n'avons pas accès à une information transparente sur notre environnement. Et donc l'État a mis en place, à la demande notamment des agriculteurs, elle a mis en place une double cartographie des sols contaminés. Vous avez une cartographie qui est destinée au grand public. Elle est très générale, vous allez sur le site de la DAF, vous allez la trouver. Il y a des couleurs, il y a du vert, du rouge, de l'orange. Donc c'est plus ou moins contaminé, vous savez à peu près. Mais la cartographie qui est à la parcelle près, les parcelles cadastrales, sont destinées à la Chambre d'agriculture et à la direction de l'agriculture et de l'alimentation et de la forêt. Donc c'est la DAF et la Chambre d'agriculture. Ça veut dire qu'un particulier, il a encore aujourd'hui la possibilité d'acheter un terrain contaminé sans savoir qu'il est pollué en fait. Vous vous endettez pour 20-25 ans et après quelques années ou bien après quelques mois, eh bien, vous constatez que vous ne pouvez rien planter là-dessus et que vous ne pouvez pas laisser vos enfants jouer par terre non plus. Donc c'est destiné à permettre à ceux qui ont des sols contaminés de pouvoir faire circuler, faire fructifier leur patrimoine sans être pénalisés. C'est toujours dans l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Voilà. Toujours les mêmes qui sont là pour se remplir les poches au détriment des pauvres personnes qui achètent et qui ne savent pas en réalité l'origine, enfin, je veux dire, dans quel état le terrain qu'ils achètent se trouve. Ouais. D'accord. J'allais vous poser une question. Quand M. Macron est venu, est-ce que vous y avez proposé de boire un verre d'eau d'ici? Enfin, j'ai pas eu cette possibilité. Pas vous directement, mais oui. Oui. Mais nous nous posons la question aussi sur les représentants de l'État, leur régime, le régime alimentaire. Je pense qu'ils ne doivent pas être nombreux à avoir de l'eau locale et à s'alimenter avec des aliments locaux. Par contre, ils disent à la population, continuez, ne changez pas vos habitudes, allez-y. Mais voilà, c'est assez irresponsable quelque part, ou alors ils ont une stratégie qui est terrible pour nous, pour notre santé, pour la santé des Antillais. Oui, non, mais en fait, là, c'est tout à fait ce qu'on dit. Faites ce que je vous dis, oui. Mais ne faites pas ce que je fais. Oui. Voilà. Donc on peut évoquer la visite du président Macron au mois de septembre dernier. Et lorsqu'il est arrivé, il est d'abord arrivé en Martinique, il a évoqué la responsabilité, donc une responsabilité. Il disait que le chlordécone est un scandale environnemental. Donc il n'a dit ni un scandale d'État, ni un scandale sanitaire. Mais bon, l'environnement, donc il y avait un scandale là-dessus. Ensuite, il disait que l'État allait prendre sa pleine responsabilité, l'État devait assumer. Tout le monde s'attendait à ce qu'il annonce des réparations pour chacune des victimes, mais il a expliqué que ce serait irresponsable d'envisager une réparation individuelle. Donc pour 800 000 personnes, ça ferait un peu trop, ça ferait trop. Donc qu'il allait restreindre l'idée de réparation aux seules maladies professionnelles. Et ensuite, il a expliqué qu'il n'est pas encore prouvé que le chlordécone soit impliqué dans telle ou telle maladie. Bon, ni le cancer, ni autre chose. Et par conséquent, tant que ce n'est pas prouvé, on ne peut pas mettre en place la moindre réparation. Bon, donc ça fait déjà presque 50 ans que le chlordécone a commencé à sévir ici, mais toujours pas de réparation. Alors, il y a un point que les spécialistes connaissent bien, notamment des médecins. Ça renvoie à
l'argument selon lequel, par exemple, le chlordécone ne serait pas forcément impliqué dans le cancer de la prostate. Et pour la première fois, au mois d'octobre dernier, la méthodologie qui a été retenue par l'équipe Kawi Prostate a été exposée donc, publiquement par le professeur Blanchet lorsqu'il a fait sa communication au colloque scientifique et d'information sur le chlordécone. Il a expliqué qu'on a choisi des gens nés en Guadeloupe, de parents guadeloupéens ou martiniquais ou dominicains, l'île d'à côté, ou haïtiens. Bon, et ensuite il a donc bien précisé que l'échantillon avait été réduit aux afrodescendants, aux seuls afrodescendants. La question lui a été posée de pourquoi il n'y avait pas d'autres types qui avaient été admis dans l'échantillon. Il disait que le cancer de la prostate touche essentiellement les afrodescendants. Il est très rare chez les caucasiens, donc les blancs. Donc ce n'était pas la peine de les inclure. Mais la conséquence de cette méthodologie, c'est qu'il devient possible d'attribuer le cancer de la prostate aux origines africaines. Et donc ce que certains hommes politiques au pouvoir actuellement mettent en avant, donc y compris le ministre de la Santé, y compris le président Macron, c'est que peut-être que le chlordécone n'a rien à voir avec nos cancers de la prostate. Nous sommes peut-être malades simplement parce que nous sommes d'origine africaine. Bon, voilà, c'était ce qu'il fallait démontrer. Et pour moi, les médecins, quand même, les médecins chercheurs, ils ont une responsabilité terrible d'avoir retenu une telle méthodologie. Imaginez que ici, je veuille mener une étude sur telle ou telle pathologie et que j'exclus les Syro-Libanais, j'exclus les Indiens, j'exclus les Asiatiques et que je ne mène mon étude que chez les nègres. Bon, c'est quelque chose qui ne me serait pas venu à l'idée, mais enfin, nos médecins chercheurs y ont pensé et ça arrange bien l'État. Comme ça, nous sommes marrons pour les indemnisations jusqu'à présent. Le chlordécone aussi a des conséquences sur les fœtus. Oui, parce qu'il est perturbateur endocrinien, donc il peut provoquer des malformations. Je disais aussi qu'il est neurotoxique. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes enfin, les troubles dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, etc. J'avais été contacté en janvier 2013 par des infirmières de santé scolaire du Sud Basse-Terre qui m'ont demandé de venir à leur bureau. Je m'y suis rendu. Elles étaient embarrassées parce qu'elles avaient des difficultés à reconnaître leur public. Depuis 4-5 ans avant, le profil des enfants avait changé. Avant, c'était des enfants sans problème particulier qui pétaient la forme. Et depuis 2008 à peu près, elle constatait que les enfants présentaient de très nombreux troubles, y compris dans des classes normales. Des enfants qui ne pouvaient pas faire la différence entre devant, derrière, avant, après, en haut, en bas, dessus, dessous, etc. Par exemple, c'était des enfants aussi qui ne savaient pas faire, qui ne savaient pas s'ils étaient garçons ou filles. Vous leur demandez, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. Des enfants, beaucoup avaient des profils autistes. Il y avait un qui était diagnostiqué en dépression profonde à 3 ans. Donc c'était des enfants de 3-4 ans, en dépression profonde à 3 ans. Et puis, entre autres, mis à part les malformations, toutes sortes, ceux qui sont nés sans anus, il a fallu une place d'un anus artificiel, fistule pour certaines filles, recto, vaginal, donc le gros intestin qui communiquait avec le vagin et sans anus, donc ça sortait par là, bon, etc. Il y avait des enfants donc dans ces classes normales qui étaient pris régulièrement de tremblements très importants.
Bon, au point que les infirmières devaient garder dans leur armoire à pharmacie de la dépakine qui était utilisée, autorisée encore il y a peu, pour soigner l'épilepsie. Bon, donc à 3-4 ans, l'enfant commence à trembler. La seule manière de le récupérer, c'est de lui donner un médicament contre l'épilepsie, puis il revient normal, puis c'est bon, on continue. Bon, donc ça, ce sont nos générations qui montent là maintenant. Nous avons été habitués à Guadeloupe, Martinique, terre de champions, mais on sera terre d'autre chose, si on ne prend pas les mesures adéquates. Donc, ce qu'on disait, que j'ai entendu beaucoup autour de moi, c'est qu'avant, les générations, disons, antérieures, c'était les enfants qui s'occupaient, on va dire, du vieillissement de leurs parents. Et maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de parents qui ont des enfants malades et que ça s'est inversé. Alors, une précision avant, un complément sur les enfants. Donc, un des auteurs de l'étude Timoun, c'est Sylvaine Cordier. Elle était jusqu'à 2015 directrice de recherche à l'INSERM de Rennes. Elle est venue ici pour les 30 ans de l'INSERM en Guadeloupe. Et elle a présenté l'étude Timoun. Et quand elle a présenté, elle nous a dit que, on est à la bibliothèque Paul Mado de Bémao, elle nous a dit qu'il y avait un aspect qui n'avait pas été publié dans l'article, c'est que les enfants présentaient des pertes de quotient intellectuel quand on les testait à 7 mois, qui allaient de 10 à 20 points. Alors je lui dis, mais vous nous présentez le profil d'enfants qui sont déjà un peu idiots. Elle n'a pas répondu, et un autre médecin, le professeur Bataille, qui est pédiatre, il a indiqué que il faut positiver, il suffit de les stimuler et ça ira mieux. Un pédiatre, vous avez un enfant qui a perdu 20 points de QI, vous allez le stimuler. Donc les mères, elles auront du boulot, les mamans, hein, à les stimuler. Bon, donc ça c'était un complément sur les enfants. Et effectivement, il y a des médecins locaux qui ont constaté que de plus en plus, nous sommes confrontés à une génération de parents qui voient leurs enfants partir et mourir avant eux. Bon, si je fais une excursion sur un autre aspect, je suis intervenu plusieurs fois dans les établissements d'enseignement, du primaire jusqu'au lycée. Et je m'en rappelle une intervention en collège pour présenter la problématique chlordécone à l'invitation de collègues du collège. Et quand j'ai fini ma présentation, le prof de SVT, qui était une femme, m'a dit qu'elle me remerciait puisqu'elle n'aurait pas pu faire cette présentation elle-même. Elle n'aurait pas pu la faire parce que non seulement elle avait un cancer du sein, mais elle avait aussi 2 autres sœurs qui avaient un cancer du sein. Elles étaient 3 dans la famille à développer, et qu'elle était tellement impactée qu'elle ne pouvait pas parler de cancer ou de quoi que ce soit à ses enfants, donc il fallait qu'une tierce personne en parle. J'ai été confronté à la détresse des enseignants face à cette situation. Je suis allé dans une école primaire où j'ai été reçu par l'équipe de direction et quelques enseignants. Alors je leur donnais un peu la structure de l'exposé que j'aurais pu faire aux enfants, et à la fin ils m'ont dit que ils ne pourraient pas ils ne pourraient pas dire aux enfants de faire attention aux fruits et légumes locaux, notamment parce que l'année d'avant ils les avaient emmenés sur le marché pour leur expliquer que comment les fruits et légumes locaux étaient bons et pourquoi il fallait les consommer. Donc, une année plus tard, ils ne pouvaient pas faire une sortie en leur disant attention, attention, prenez vos précautions, il y a un souci par là. Mais par contre, j'avais des plaquettes d'information, ils m'en ont demandé pour eux et pour leur famille. Je suis allé dans un lycée de Capesterre, vraiment on est dans le croissant bananier. Et pareil, j'ai présenté au proviseur justement le contenu de la plaquette que j'aurais pu présenter aux élèves. Et là, il m'a expliqué qu'il était en Guadeloupe depuis 3 ans. Il avait été muté récemment en Guadeloupe, et que
il ne voulait pas prendre le risque de donner ces informations-là aux enfants, parce qu'en rentrant chez eux à midi, ils demanderaient à leurs parents pourquoi ils les empoisonnent avec cette nourriture-là, et qu'on se serait retourné vers lui. Donc il n'a pas voulu prendre des plaquettes pour l'ensemble des élèves du lycée, mais m'en a demandé pour lui et ses proches. Et pareil à Trois-Rivières, je suis allé dans un lycée professionnel aux Abîmes, ce sera le dernier exemple, qui voulait donc faire cette présentation à ses élèves, et parce qu'ils avaient un projet d'établissement, c'est un projet pédagogique qu'ils pensaient traiter sur le chlordécone, et ils pensaient présenter ce projet-là à des camarades de Lille, dans le nord de la France, lors d'un voyage, un voyage pédagogique. Quand j'ai fini après 15 minutes la présentation de la situation, ils m'ont expliqué qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi grave concernant leurs collègues de Lille. Que vont-ils penser de nous? Que vont-ils penser de nous? Et ils m'ont expliqué qu'ils préféraient changer de projet pédagogique plutôt que de véhiculer une mauvaise image, qui serait une mauvaise image, donc une image mauvaise pour l'économie, pour le tourisme, etc., etc. Donc ils préféraient changer de sujet. Et les enfants, toujours pas informés, toujours pas informés, mais qui vivent dedans. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux habitants des Antilles? Oui, enfin, je pense qu'il y a globalement trois mots d'ordre, c'est-à-dire qu'il faut une traçabilité des pesticides dans notre alimentation. Bon, donc nous devons nous engager pour exiger cette traçabilité qui aurait dû être mise en place depuis très longtemps. Nous devons également demander une dépollution des sols, et bon, pour cela il faut financer les recherches en dépollution. William Dab, qui était ancien directeur général de la santé, mais aussi ancien président du comité scientifique international des plans chlordécone 1 et 2, il a expliqué en 2012 que selon lui, la dépollution ne serait pas pour tout de suite aux Antilles, parce qu'aux Antilles, le marché est trop restreint. Il y a 400 000 habitants en Guadeloupe, 400 000 en Martinique, et c'est insignifiant pour des multinationales de la dépollution. Bon, mais je pense que nous devons quand même faire savoir que nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, donc il faut que les sols soient dépollués. Et puis la troisième chose qui me semble importante, ce sont les réparations. Chaque fois qu'il y a un scandale sanitaire en France, assez rapidement, on l'a vu pour la vache folle, l'amiante, le sang contaminé, etc. Les procès finissent par arriver, et puis il y a les réparations. Nous, ça fait 46-47 ans pratiquement que le sol est contaminé par le chlordécone, et toujours rien, ce qui n'est pas normal. Donc là aussi, nous devons exiger des réparations pour toute la population, et pas seulement pour des agriculteurs qui seraient victimes de cancer de la prostate. Mais nos préjudices sont multiples. Ils sont multiples. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez en plus du gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression que M. Macron, quand il est venu, vous a écouté? Oui, très à la légère. Donc en fait, il amusait un peu la galerie. Bon, il faisait semblant de prendre des engagements, mais on voyait bien qu'il n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, à la fin de son discours, à la fin de son voyage, tous les gens étaient plutôt embrouillés, plutôt enfumés, et l'État n'avait aucun engagement précis, ce qui n'est pas normal. Cette interview a été de M. Philippe Verdol, maître de conférence en économie à l'Université des Antilles. Je vous remercie. Merci beaucoup.